Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Capitole, à la Cinémathèque suisse. Ce soir, en particulier en compagnie de Aka Film, la maison de production fondée par Nicolas Vadimov, et avec First Hand Films, le distributeur du film. Une partie de l'équipe ce soir est là, ici avec nous. J'en profite pour les remercier. Il faut savoir qu'ils nous ont donné la possibilité de présenter le film de Nicolas Vadimov ce soir en avant-première, quasi en même temps que le Festival de Soleure, et qu'à partir dans les prochaines semaines, en fait, le film va être accompagné par Vadimov et des interprètes du film un peu partout en Suisse. Et donc, merci Hand Films de nous donner cette possibilité, mais aussi merci pour... C'est une petite équipe, il faut savoir, parce qu'au-delà du travail, entre guillemets, normal de distributeur, derrière ce film, il y a une forte volonté et envie de soutenir cette œuvre, et je pense que vous verrez pourquoi. L'histoire du film a commencé en septembre, du film terminé a commencé en septembre au Festival de Venise. Il a été présenté en particulier dans une section parallèle indépendante qui s'appelle Les Giornate degli Autori, et il a gagné son premier prix qui était le prix art et cinéma. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à circuler dans le réseau de festivals internationaux. Il arrive maintenant enfin en Suisse, à Soleure et ici, et après dans toute la Suisse romande et Suisse alémanique. Hier soir, le film a été nommé dans la catégorie meilleur documentaire pour le prochain prix du cinéma suisse, donc c'est déjà une belle reconnaissance. Et si Nicolas Vadimov, en ce moment, n'est pas encore ici sur scène avec moi, c'est parce qu'il est dans une voiture. Il a été retardé parce qu'il vient de recevoir à Soleure les Journées du Soleure, donc le festival consacré au cinéma suisse. Il vient de recevoir le prix le plus important, le prix de Soleure, ce qui est une fois de plus une belle première, un bon début de reconnaissance pour... Merci. Très bien. Non, parce que nous pensons que ce film doit être soutenu parce que c'est un geste, en plus d'être un geste artistique, un geste politique extrêmement fort. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que ce film a été produit par Aka Film, par Easy Riders Film, qui est une maison de production française, mais je pense que c'est important de le souligner en ce moment. Il a été produit et réalisé évidemment aussi grâce au soutien de la SSR, de la RTS et de l'OIC et de Cinéforum. J'en dis pas plus, mais je pense que c'était important de le souligner. Donc, comme je vous disais, Nicolas pour l'instant n'est pas là, mais il est en voiture avec son équipe et avec une des protagonistes témoins que vous verrez dans le film, Hanin Arara, qui est une journaliste palestinienne née à Gaza, qui a toujours vécu à Gaza et qui a dû fuir au début du conflit avec ses 3 enfants en Égypte, comme les autres protagonistes et témoins du film. Le tour promotionnel du film proposé et planifié par First Hand Films est soutenu aussi par Amnesty International et par Médecins du Monde. Et donc, à la fin de la projection, on aura l'occasion de discuter avec Nicolas Vadimov, avec Hanin Arara, mais aussi avec Nadia Belen, qui est porte-parole d'Amnesty International, et avec Hortense Desvallières, qui est responsable des programmes internationaux de Médecins du Monde. Et en absence de Nicolas, je me permets de vous lire un extrait des motivations données par le jury vénitien au moment de la remise du prix Art et Cinéma. Le film de Nicolas Vadimov est un geste social et politique. Au monde des statistiques, il oppose la vie réelle des personnes. C'est un regard porté sur ce qui s'est produit et sur ce qui se produit encore à Gaza. Qui vit encore veut réactiver et préserver une mémoire personnelle et collective menacée d'effacement. Celle de la vie quotidienne apportée par la guerre, celle des rues, des maisons et surtout des vies détruites.
Mais l'œuvre témoigne aussi de la survie, des souffrances, comme de la patience et de la force de celles et ceux qui nous racontent tout cela avec une grande dignité dans un rituel théâtral qui prend une dimension sociale et historique. Je vous souhaite une très bonne projection et puis à tout à l'heure avec Nicolas Vadimov et ses invités. Merci. Ils sont quasi à Lausanne. Ils arrivent, promis juré. Donc, en attendant l'arrivée de Nicolas Vadimov et Janine Harara, j'aimerais demander au porte-parole d'Amnesty International, Nadia Belen, et la porte-parole, non pas porte-parole, excuse-moi, Hortense, responsable des programmes internationaux de Médecins du Monde, Hortense Desvallières, de me rejoindre sur scène. Bienvenue. Je pense que vous pouvez vous mettre là. Ça, moi, je me mets là. Ouais, peut-être. Alors, en attendant l'arrivée de Nicolas et Janine, j'aimerais déjà vous poser une question d'abord sur le film et sur votre ressenti quand vous avez vu le film. Évidemment, en tant que spectatrice, être humain, mais aussi par rapport à votre travail tous les jours, je suppose très complexe à Amnesty, à Médecins du Monde. Moi, j'ai été très, très touchée parce que les protagonistes du film sont traversés par quelque chose de très brutal, donc un génocide, et ils le racontent à chaque témoignage. Mais il le raconte dans la beauté. Enfin, le réalisateur a réussi à mettre de la beauté dans la façon dont ces protagonistes reviennent sur leur vécu. Et en revenant sur leur vécu, ils recréent de la vie et ils sont retraversés par la vie. Et ça, je trouve extrêmement puissant. Et cette beauté, elle n'empêche pas la narration de ce qui s'est passé. Et donc, et c'est une narration puissante. Donc, on ne peut pas éluder ce qui s'est passé. Ces personnages ont été directement confrontés avec la brutalité de ce génocide. Donc, c'est les dizaines de milliers de morts, 71 000 morts, 200 000 blessés, donc les atteintes à l'intégrité physique, à l'intégrité mentale. Et puis c'est la destruction des conditions de vie permanente, plusieurs fois pour certaines familles, pour certains protagonistes. Et puis l'intention de détruire une population. Puis tout ça, ça apparaît à travers leurs propos. Mais dans la beauté, et je dirais même qu'il y a dans la manière de compter, ce sont des conteurs, et donc ils ont dû être mis dans une situation où ils pouvaient compter. Il y a de la poésie qui se dégage de leurs propos, et ça c'est inimaginable. Et moi je dois dire que j'ai pleuré, j'ai été émue plusieurs fois, et ça c'est quand même quand un film vous touche à ce point-là. Disons que je ne suis pas étonnée qu'il ait reçu ce prix de Solaire. Hortense, on le fait ailleurs. Je te repasse la parole plus tard. Alors, je vous prie d'accueillir très chaleureusement. Ils sont fatigués, je pense, mais merci beaucoup d'être là. Nicolas Vadimov et Janine Harara, welcome. Et ils sont accompagnés de Sarah Mayenfish, qui va traduire. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, congratulations. Merci, thank you. Je sais que tu as un tour de force, si j'ose dire. Je crois que ce matin, tu étais à Bruxelles. Il y a 2 jours, tu étais à Biarritz, Soleure, demain Genève. On te connaît, on sait à quel point tu accompagnes tes films. Peut-être je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Nicolas, c'est
un ami de la Cinémathèque. Il a déjà été ici plusieurs fois avec ses films précédents, dont évidemment l'Apollon de Gaza, qu'on avait présenté ici sur scène. Nicolas était déjà allé en Palestine, à Gaza et à Jérusalem. Et je crois que de là, il avait gardé beaucoup de contacts. Et donc, la première question que j'aimerais te poser, évidemment, c'est à quel moment tu as décidé de réaliser ce film et à quel moment tu as pensé à ce dispositif? Alors, tout d'abord, merci beaucoup d'être si nombreuses et si nombreux ce soir. Ça fait vraiment chaud au cœur. L'idée du film est venue, je dirais, elle s'est installée de manière un peu progressive. Avant le 7 octobre, j'étais en train de travailler sur d'autres projets qui étaient là, pas connectés ni à Gaza, ni à la Palestine. J'étais en train de préparer un projet de long métrage de fiction à Marseille, sur lequel je travaillais depuis un moment, et d'autres projets. Et le 7 octobre arrive, le fracas, l'état de sidération, comme on a tous connu. Et puis, ensuite, les représailles, un autre fracas qui dure de plus en plus, et puis de plus en plus violent, de plus en plus inacceptable. Et là, je me dis que ça va... Enfin, je ne sais pas comment réagir, je me dis que ça va finir par s'arrêter, ça ne s'arrête pas. Et après, je dirais, tout au long des semaines qu'on suivit, je me suis rendu compte que je tournais un peu comme un lion en cage et que j'étais absolument incapable de m'intéresser à autre chose. J'étais comme paralysé et j'arrivais plus à travailler sur d'autres choses. Plus rien me semblait avoir de sens, si ce n'est essayer de faire en sorte, en tout cas participer, trouver une manière que tout ça s'arrête. Et surtout, j'étais, sans doute comme beaucoup d'entre vous aussi, effaré non seulement de ces atrocités, mais aussi du peu de réactions, non seulement de la communauté internationale, mais parfois aussi de gens autour de nous. Ça a été une expérience terrible, ça a été une expérience clivante, ça empêchait des discussions, ça brisait des relations, ça cassait des dîners de famille, enfin ça a été terrible. Et je pensais sans cesse, surtout, avant tout, je pensais sans cesse aux gens de Gaza que je connaissais, qui étaient sur place, dont j'essayais d'avoir des nouvelles, qui arrivaient au compte-gouttes, qui parfois étaient mauvaises, qui surtout n'arrivaient pas du tout, la plupart du temps. Et donc, beaucoup de gens que j'ai pu filmer dans les films précédents, que ce soit Yashin ou l'Apollon de Gaza, sont morts. Certains ont pu partir, ceux qui ont eu la chance de partir, d'autres sont encore sur place maintenant. Et puis, je me suis rendu compte que finalement il fallait que je m'occupe de ça, enfin que je n'arrivais pas à faire autre chose. Donc j'ai commencé à chercher par tous les moyens à m'approcher de Gaza, sachant qu'il était impossible d'y pénétrer. J'ai d'abord fait un reportage pour la TSR, pour la RTS, pour l'émission Mise au Point, où j'ai suivi un jeune homme, d'ailleurs qui habite à Lausanne, Bassam Al-Masri, qui jouait dans le groupe Dark Team de Yashin, qui travaille maintenant à l'école hôtelière et qui essayait d'aller chercher sa mère qui était restée à Gaza avec son frère et ses deux sœurs. J'ai suivi Bassam au Caire, qui allait remettre de l'argent à quelqu'un pour essayer de faire sortir sa mère, qui finalement a pu sortir. Et puis j'ai aussi fait un film sur l'UNRWA. J'ai suivi Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRWA, qui devait rentrer à Gaza. J'étais avec lui le jour où on lui a refusé définitivement l'entrée sur le territoire. J'étais d'abord à 400 km, après à 200 km. J'essayais d'aller à El Arish, qui est la ville juste avant Rafah. Bon, ça ne marchait pas. Et j'ai été voir, je profitais de ces séjours pour aller voir Jodat Roudari, le monsieur qu'on voit au début du film, collectionneur d'art, businessman de Gaza, qui était dans mon film précédent. Voilà. Et c'est là que ça commence. C'est qu'en fait, je vais voir Jodat. On a une rencontre prévue dans un tout petit bureau qui l'occupe dans la région de New Cairo. Et je rencontre un homme qui avait la même, je dirais, apparence physique qu'avant, mais qui n'est plus le même, qui est devenu qui est comme un fantôme, comme, j'ose le mot, mais comme un mort-vivant, qui est vivant en apparence, mais qui est mort à l'intérieur, qui a un regard qui part dans tous les sens, et on a une rencontre
dont je me souviendrai toujours, qui était émaillé de très très longs silences, un peu comme dans le film, mais c'était 2 semaines après qu'il soit sorti de Gaza. Une discussion qui n'en est pas vraiment une, et je me retrouve à écouter, à attendre, et c'était extrêmement impressionnant et bouleversant. J'ai pas vraiment les mots pour ça, et quand je suis sorti de cette rencontre, j'étais dans un état j'étais complètement tétanisé, bouleversé, ému. J'ai pleuré, c'était insupportable. Et j'ai laissé décanter un peu ça. Je suis retourné le lendemain le voir, lui et sa femme. Sa femme était dans le même état. Si ce n'est qu'elle arrivait un peu mieux à exprimer les choses, elle était un peu plus rationnelle. Alors elle a mis des mots sur ce que j'avais ressenti. Elle m'a dit, en fait, tu sais Nicolas, je ne peux que faire des fonctions physiques. Je me déplace d'un point A à un point B dans ma cuisine, je fais du café, je mets la main sur la cafetière, je remplis la cafetière de café. Ça, je peux faire, c'est comme des gestes mécaniques. Mais je suis devenu un robot, je n'existe plus, mon âme est morte. Et je me suis dit, la sensation que ça pouvait procurer était, en tout cas chez moi, 1000 fois plus forte et m'a beaucoup plus retourné que n'importe lesquelles des images de news ou des images d'horreur qu'on voyait en temps réel sur les réseaux sociaux, face auxquels, je pense, on finit par avoir des mécanismes de défense, heureusement d'ailleurs, et qu'on met à distance. Et que plus le film d'horreur continue, plus finalement on a cette capacité à détourner le regard. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est née un peu cette idée. Je me dis, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé, mais je vais retourner le voir. Alors je suis retourné le voir, et Joe Dante là m'a dit, mais en fait on doit faire un film. Donc on a eu la même idée en même temps, on doit faire un film. Il m'a dit, faisons un film sur Gaza, sur ce qui s'est passé à Gaza, sans aller à Gaza. Alors ça m'a un peu piqué, je dirais, en termes de défi aussi. Je dis, comment est-ce qu'on peut faire? Je suis rentré, je crois, à Genève, puis j'y suis retourné, et là, Joe Dante m'a présenté certains de ses amis, des gens qu'il connaissait, des gens dont il avait entendu parler, parce qu'à Gaza, la société est très imbriquée, les gens se connaissent beaucoup. Et il savait par exemple que Hanin était arrivé il n'y a pas longtemps, il savait que Mahmoud Jouda, l'écrivain poète qu'il connaissait déjà, avait pu sortir il n'y a pas longtemps. Enfin, ils se parlent, tous ces gens forment une communauté au Caire. Et moi, j'ai ramené 2 personnes, l'adolescente Rada, qui arrive d'ailleurs demain pour la première fois, elle a eu son visa pour venir, et aussi Hana, l'autre, pas Hanin, mais l'autre femme qui est productrice. Et puis on a commencé à se retrouver, se voir, discuter. Elle et ils m'ont raconté toutes leurs histoires. D'abord quand les autres étaient là, puis après on a fait des rendez-vous plus individuels. Mais tout ça s'est passé de manière extrêmement organique, spontanée, naturelle. Je les ai tous vus, j'ai enregistré. Et puis après je suis rentré et j'ai commencé à écrire un peu comme un script, quoi, mais en me disant, ils ne diront pas forcément la même chose, parce que je leur ai demandé aussi surtout de ne pas tout dire pour qu'il reste un peu des choses à découvrir. Et puis l'idée après du dispositif est venue progressivement, assez rapidement. Je me suis dit, il faut qu'il témoigne, mais il faut aussi qu'il puisse bouger, évoluer. J'avais aussi envie de filmer les corps, parce que pour moi, ce retour à la vie passait par la parole qui se libère, mais passait aussi par des corps qui se réactivent aussi. Parce que je pense que quand on est dans un syndrome post-traumatique, comme ils l'étaient tous, ils avaient tendance aussi à se recroqueviller, à ne plus bouger, à être engoncés. Et il y avait aussi, de leur part, m'ont-ils dit, un besoin de vivre, donc de se déplacer, de se réapproprier leur existence, en fait, tout simplement. Et c'est là qu'est né le projet de faire ce film à Vidi. Bien évidemment, c'est bien de parler de ça ici, parce que vous connaissez toutes et tous Vidi. Et Vincent Baudrier, le directeur du théâtre, et son équipe souhaitaient nous accueillir. On est allé là-bas, et on s'est dit, on va créer pendant 2 semaines, 3 semaines, un espace de vie, c'est un lieu d'utopie aussi, Vidi, le lac à côté. Et l'idée était d'aller au mois d'août 2024, partir avec les protagonistes, leurs enfants. On avait organisé des coachs d'enfants, des ateliers pour les enfants, des psychiatres en collaboration avec Médecins sans frontières. Enfin, on voulait créer une espèce de biotope qui permette un peu cette reconstruction, on va dire.
tout était planifié pour faire ça, tout était organisé, on a fait les demandes de visa, on a réservé les vols, les hôtels, enfin voilà, on devait vivre ici pendant 3 semaines. Et puis, nouveau fracas, on n'a pas obtenu les visas de la part des autorités suisses. Et ça a été une grosse claque quand même, parce qu'on ne s'y attendait pas. On pensait qu'on demandait 2 semaines à 3 semaines de séjour ici. On pensait que pour des raisons humanitaires évidentes, on les obtiendrait. On ne les a pas obtenus. Et à partir de là, on a décidé de ne pas lâcher l'affaire. Et surtout, elles souhaitaient tous continuer. Et on s'est dit, allons en Afrique du Sud. Et c'était un souhait qui était partagé avec les protagonistes du film qui disaient, allons en Afrique du Sud, parce qu'en fait, ils ont très très mal pris le refus de la Suisse, très très mal pris. Ils étaient extrêmement en colère. Ils ne comprenaient pas que le pays dépositaire des conventions de Genève, la tradition de la Suisse, pays de médiation, des bons offices, puisse les jeter comme ça. Et donc ils se sont dit, alors allons dans le seul endroit où il y a des gens comme nous, des gens qui ont subi l'apartheid. C'était un truc un peu bravage, comme ça on dit, de défi. Et puis alors on a décidé de délocaliser toute la production et de réinventer une structure de production à Johannesburg. Et on est parti là-bas. Voilà. Excusez, c'est un peu long, hein, mais la question était double. C'est ce que j'attendais de toi. Janine Herrera, thank you so much for being here. Merci d'être là pour accompagner ce film qui est très important pour vous, évidemment, mais je pense aussi pour nous, pour le public suisse, pour nous, pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivaine, et je voulais vous demander, en fait, à quel moment, une fois que vous avez rencontré Nicolas Vadimov, vous avez accepté, pour une fois, d'être devant la caméra, par derrière, et d'être vous-même témoin et de vous raconter. Yeah, thank you so much. I'm really sorry because I couldn't speak French. Well, this is me, Janine Herrera. I'm a Palestinian journalist based in Gaza for 29 years, and it was not easy to lift my people there stuck in the genocide and go to Egypt. But because I want them to feel more safe, maybe you're aware of the hundreds of my colleagues were killed during our missions as journalists from the ground, covering the updates about the ongoing massacres, stories, the ongoing updates from the ground. So being a journalist from the ground in Gaza, you have 2 ways. Just, you know that you could be dead or your family are too. So it was not easy at all to lift them, but when you forced to flee from your home, from the Gaza city itself to the northern Gaza Strip, which is Rafah city, which designated to be the safe zone for more than 1 million people there. Me and my family, my uncle's family, my aunts were gathering, all of us in one building. We around 50 persons. So it was too risky for my father to let me stay in the home, because as it happened with other colleagues in the same channel that I work with, when they enter the homes, unfortunately, they have been killed with the entire of their families. So that's why the priority for me was the safety to my family. So I forced to leave
Gaza. Then I go to Cairo to continue my. Sorry, it's too big. Yeah. Now we are in Cairo now. Yeah, I'm in Cairo now. Then you start again from Cairo. That's good. But Please. Je vais déjà traduire ça. Merci. Donc tout d'abord, elle s'excuse de ne pas parler français. Elle est donc une journaliste palestinienne qui a vécu pendant 29 ans là-bas. C'était extrêmement difficile d'être coincée dans cette situation génocidaire. Elle est donc partie en Égypte. Elle voulait que sa famille puisse se sentir en sécurité. Sur le terrain, à Gaza, il y a donc des milliers de journalistes qui ont été tués. Et en tant que journaliste de terrain, en fait, il y avait deux façons de vivre la situation. Soit c'était de mourir, ou alors que la famille soit en danger. Donc c'était très dur pour elle de partir, mais il a fallu fuir dans le nord de Gaza. Elle s'est retrouvée dans un bâtiment avec sa famille pour un total d'environ 50 personnes. Pour son père, c'était trop risqué de la laisser là, parce qu'il y avait eu bien d'autres cas de collègues journalistes tués avec leur famille. Donc le plus important, c'était de protéger sa famille, et c'est à ce moment-là qu'elle est partie au Caire. Yeah, okay. From Cairo, I met Nicola. So it was like an essential like step toward like raising the Palestinian voices from Gaza. It was like an openness conversation and deep about the stories, the emotional, the feelings. We didn't talk about even politics because we already witnessed many like news and social media and TV shows. We already have a lot of things there, but we have to do something for humanity, for documentation, the stories of the real people there, because the people outside Gaza have to know what is going on there. And it's something more than like filming. It's something like a duty for me as Haneen, not as being journalist, because when you have this opportunity or even the power to just keep moving and raising that awareness to not let people misleading by the propaganda that already spreading in all media, even Western media, social media, because we are the Palestinians, like, have many restrictions on our accounts or even platforms to just make our concept or even our content spreading all over the world, to let the people know the real stories from the human, you know. It's not about even like just being Palestinian, from Gaza, from West Bank. It's about being like human being in this world, deserve to live freely with dignity. So this is why, like, I was completely accepting the idea of filming, because it's something for the history, because the new generation in the future have to know, as we now have to know, what was going there in the modern century. So it's like investment in our voices for the upcoming period, for the long term of time. Translation time. C'est donc au Caire qu'elle a rencontré Nicolas Vadimov, qui a été une étape essentielle pour porter la voix des Palestiniens et des Gazaouis. C'était des conversations très honnêtes qu'ils ont eues, très émouvantes, beaucoup sur les émotions, sur les ressentis. Au final, assez peu de discussions politiques, puisque tout avait déjà été vu et entendu. Ce projet lui paraissait très important pour faire de l'humanité. Il faut que les gens hors de Gaza et de la Palestine sachent
ce qu'il se passe. Et donc pour elle, c'est un devoir. Quand on a la possibilité de se mouvoir, de parler, il faut le faire, surtout face à une propagande médiatique et sur les réseaux sociaux à une échelle internationale. Les Palestiniens se sont vus restreindre le droit de développer leur histoire, leur vraie histoire. Et puis pour elle, c'est une question qui dépasse le fait d'être palestinienne, d'être gazaoui, c'est une question d'être humain dans le monde, que c'est un droit de vivre. Et c'est pour l'histoire, c'est pour que les gens sachent qu'elle voulait investir dans les voies palestiniennes. Nicolas, maintenant j'ai revu le film 3 fois. C'était à chaque fois une souffrance, mais essentielle, si j'ose dire. Et en même temps, à chaque fois, je ressentais de nouvelles choses, je voyais de nouvelles choses. Et je me suis posé quand même plusieurs fois la question de, si j'ose dire, comment tu as tenu le coup. C'est-à-dire que je connais la force, quand tu as une idée, quand tu as un projet, la force que tu as pour arriver jusqu'au bout, mais je pense qu'en tant que cinéaste, tu as quand même dû garder un minimum de distance vis-à-vis de ce que tu étais en train de filmer. Et en plus, tu devais motiver ces personnes en souffrance. Comment tu as fait, honnêtement, pour tenir le cap? Non, merci de poser la question, parce que je pense que je pense que la réponse peut être intéressante, parce qu'elle ne me concerne pas que moi, mais je pense qu'elle nous concerne tous. C'est que quand on est face à un impensable, à quelque chose qui n'est pas prévu, pour lequel on n'est pas préparé, surtout, bien sûr, avant tout, eux, elles, hein, et nous, l'équipe, on va dire que c'est plutôt accessoire en termes de souffrance. Hein. C'est très très petit, ça n'a aucun rapport d'ailleurs, mais c'est que autant elles et eux que nous, que moi, que l'équipe, que ce soit l'équipe suisse ou l'équipe sud-africaine qu'on a rencontrée sur place, je pense que le fait de faire quelque chose, d'être dans l'action, le fait de se préparer, de faire ça, en plus ce film on l'a fait très très méthodiquement. Je n'ai pas imaginé ça en amont. Je n'ai pas d'expertise je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je n'ai pas travaillé dans le coaching de vie, je n'ai pas travaillé dans l'accompagnement à des personnes traumatisées. Mais il y a quelque chose qui s'est passé de très naturel, et ensuite j'ai eu l'occasion de parler avec des professionnels qui m'ont dit qu'on a sans doute fait ce qu'il fallait faire. On s'est donné un cadre. On s'est donné un cadre qui était très 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 précis. Le tournage du film s'est déroulé un peu comme une fiction. On avait des feuilles de service, on avait des horaires. C'était absolument pas genre les neufs et leurs enfants, vous venez tous les jours sur le plateau. Peut-être que certaines et certains auraient pu faire ça, mais et puis on verra, on tournera des trucs, puis en attendant vous allez un peu attendre. Je pense que c'était très important. On l'a senti comme ça, on l'a fait comme ça, et ça a très bien marché. Et ils nous l'ont aussi vraiment demandé. C'est-à-dire, il y avait voilà, demain on fait la séquence de la table de 9h à midi. Après ça durait bien sûr beaucoup plus longtemps, ou les durées on ne le savait pas, mais c'était ça, on fait la table. Après on mange tous ensemble. Après on garde sur le plateau que par exemple Jodat. Voilà, les autres vous êtes libres et vous pouvez retourner à l'hôtel, et les enfants et les parents, les mamans qui étaient avec eux, pourront aller au parc, voilà, un moment. Demain, on reprend avec Hanin. Hanin, tu viendras de 9h à 11h, et puis après on fera une pause, et puis si tu te sens encore, on fera de 14h, enfin voilà, etc., etc. Et puis les scènes collectives aussi, on les prévoyait. Et je pense que le fait que ce soit très organisé, que ce soit vraiment un travail, a beaucoup, beaucoup aidé à supporter tout ça. Ce qui ne nous a pas empêché, quand on a fait la première séquence qui ouvre le film, d'ailleurs, celle de la table, ils étaient supposés parler de avant, parce qu'il y avait 2 tables. Il y avait avant, et puis après, on retournait quelques jours plus tard à la table pour la guerre. Bon, tout ça a volé en éclats, parce qu'en fait, ils sont allés
à la table. Après 15 minutes, tout le monde était en larmes. On a arrêté un moment, et puis après, ils ont recommencé. Et à partir de cette journée-là, on a compris que le tournage allait être comme ça, que ça allait être, bien sûr, une espèce de thérapie collective, une espèce d'expression cathartique. Il fallait que les choses sortent. Elles sortaient. Chaque fois que je disais, peut-être c'est trop, il faut arrêter, toutes et tous me disaient, non, on continue, on a besoin de continuer. Alors, pendant les pauses, on pleurait. Tout le monde se prenait dans les bras. L'équipe sud-africaine, c'était absolument fascinant. Il n'y avait que 4 personnes qui avaient la traduction, les retours simultanés. Il y avait les 2 chefs opérateurs, le son et moi. Nous, on comprenait dans le détail ce qui se disait, mais il n'y avait pas besoin de comprendre le détail. On sentait. Tout le monde on avait beaucoup de sensations. Et l'équipe sud-africaine, qui pourtant connaissent très bien aussi ce type de situation, pour avoir vécu, certains ont vécu l'apartheid selon leur âge, mais on étreignait les protagonistes dans leurs bras, et on s'étreignait les uns les autres, on faisait des hugs tout le temps en fait pendant ça. Et puis il y avait des boîtes de Kleenex un peu partout sur le plateau, vraiment. On les a achetées en gros, et puis on pleurait, et puis après on retournait, puis après on allait faire des pauses. C'était très très particulier. Et donc tout ça a permis, je pense, on n'était pas dans l'affliction, on pleurait, on évacuait, puis après on y retourne. Il y avait une sorte de truc un peu volontariste comme ça. Et je pense que c'est ça qui, surtout, les a tenus, eux, parce que c'est eux qui avaient besoin. Et la même chose maintenant pour la sortie du film. On est en train d'essayer de s'organiser un maximum, parce que je pense que plus ils font, plus ils sont dans l'action, mieux ça va quand même. Le pire, c'est de tourner en rond chez soi, et de se morfondre, et de pas... qu'il ne se passe rien. Voilà. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui nous a tenus. Hortense de Vallière, cette méthodologie, est-ce que ça t'évoque, donc Médecins du Monde présente dans les territoires en Palestine, en Cisjordanie depuis 1994, cette méthodologie évoquée par Nicolas, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Comment les équipes qui sont encore aujourd'hui à Gaza peuvent tenir et travailler dans cette situation? Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable? Oui, déjà, je trouve qu'effectivement, ce film, c'est presque le mandat de Médecins du Monde, en fait. Donc notre mandat, c'est soigner, témoigner et le plaidoyer au cœur. Et c'est vraiment, je trouve, effectivement, à travers le témoignage de Hanine, c'est-à-dire qu'effectivement, cet effet de guérison à travers la voix, et puis le témoignage et l'envie, effectivement, de pouvoir changer les choses à travers des récits personnels. Pour répondre à votre question, du coup, l'action, effectivement, c'est ce qui fait tenir nos équipes. Et nuit et jour, ils se sont mobilisés pour continuer à travailler. Non seulement parce que ça donnait beaucoup de sens, leur travail donnait beaucoup de sens à leur vie, mais surtout pour ne pas être dans l'inaction et le temps de la réflexion et de se rendre compte de la situation. Donc effectivement, l'action permettait effectivement de ne pas avoir de place pour pleurer, pour penser les morts, pour penser à sa famille. Alors effectivement, une grande partie de la journée, donc pendant la guerre à Gaza, était occupée aux besoins essentiels. Donc trouver de l'eau, recharger les téléphones, mettre sa famille en sécurité. Et une fois effectivement que toutes les tâches très contraignantes du quotidien étaient accomplies, il fallait travailler. Et travailler bien plus qu'il devrait. Aujourd'hui, vous êtes toujours présent à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, dans d'autres zones. Quel est le périmètre aujourd'hui possible de vos actions? Donc, comme vous l'avez rappelé, Médecins du Monde Suisse travaille depuis 1994 dans le territoire palestinien occupé, principalement dans le secteur de la santé mentale et du soutien psychosocial. On a commencé à travailler en Cisjordanie auprès des jeunes et des adolescents. On a beaucoup travaillé avec le ministère de la Santé autour de la question du suicide, très stigmatisé en Palestine. Et puis accompagner les victimes de l'occupation, de plus en plus nombreuses, donc les victimes des
attaques de colons, des démolitions de maisons, des déplacements forcés, des incursions de l'armée israélienne. On a travaillé avec des jeunes et des familles qui sortaient de détention. Il faut savoir qu'en la loi militaire israélienne autorise l'incarcération à partir de 12 ans. Et donc on a accompagné ces jeunes, ces familles. On a appuyé le ministère de la Santé pour former des professionnels de la santé, des relais communautaires, des organisations palestiniennes, des leaders religieux. On essaye vraiment de s'ancrer au cœur de la communauté et puis de répondre aux crises. Alors malheureusement, la Palestine, c'est une crise continue. C'est une crise transgénérationnelle avec des traumas donc, qui se transmettent de génération en génération. C'est d'ailleurs, les Palestiniens questionnent beaucoup le post-traumatique en disant il n'y a pas de post, en fait c'est du continu. Et effectivement, le film met en exergue des thématiques qui se répètent, hein, le déplacement, l'exil, tout en mettant en lumière le foyer qui est très important pour la société palestinienne. Beaucoup plus que les quatre murs, hein, c'est le lieu d'appartenance familiale, le lieu de la transmission, c'est le lieu de la mémoire, c'est le lieu des joies et des rassemblements. C'est là où on pratique le dagba, donc la danse traditionnelle. Et donc notre périmètre aujourd'hui, il est de plus en plus restreint. Depuis la guerre, effectivement, alors que les besoins ont augmenté de façon considérable, l'accès humanitaire s'est restreint de plus en plus et progressivement. Donc d'abord avec les organisations palestiniennes donc, qui ont été accusées pour certaines de terrorisme, puis par l'UNRWA donc, qui a été interdit de travailler. Et puis aujourd'hui, effectivement, les organisations humanitaires internationales, notamment celles qui témoignent et qui, du coup, effectivement, dénoncent les violations qu'elles constatent, qu'elles observent de par leur pratique, voient leur personnel interdit aux frontières, les camions, on a beaucoup vu ça dans les médias, hein, entrer au compte-gouttes et du coup avec les denrées qui ont péri à la frontière. Et puis tous les jours, en fait, c'est l'escalade des restrictions et des empêchements. Médecins du Monde Suisse donc, a fait partie des 37 ONG internationales dont le renouvellement, enfin dont l'enregistrement en fait, est échu depuis le 30 décembre. Et nous avons donc 60 jours pour quitter le territoire palestinien, ce qui inclut Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Voilà, on travaille d'arrache-pied pour voir comment, évidemment, maintenir nos opérations, peut-être sous d'autres modalités. On travaille de toute façon en collaboration très étroite avec des associations locales, des partenaires qui nous appuient. Donc voilà, on est dans une réflexion de retransformation. Et Nadia Bolen, en ce moment où on assiste à un phénomène médiatique, tu l'as aussi évoqué, Nicolas, il y a la tension qui bouge, on est moins présent en fait, médiatiquement parlant, sur la question israélo-palestinienne. Avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement pour continuer en fait à observer la situation ? Oui, donc le cessez-le-feu qui a été prononcé, le cessez-le-feu très ténu, fragile, qui a été prononcé en octobre, c'est aussi quelque chose qui masque maintenant la tension de ce qui continue à se passer à Gaza. C'est-à-dire que le génocide se poursuit. Il y a toujours une entrave à l'arrivée de biens essentiels. Alors les bombardements massifs ont cessé, mais il y en a toujours de manière éparse. Il y a toujours des dizaines de morts. Enfin, on a dénombré des dizaines de morts depuis le cessez-le-feu.
l'acheminement et la criminalisation des organisations d'aide humanitaire. Il y a une impossibilité aussi d'acheminer du matériel qui participe à la reconstruction des infrastructures, des services essentiels. Donc en fait, le génocide, il se poursuit. À la fin, enfin avant le cessez-le-feu, il commençait à y avoir un déplacement au niveau des gouvernements occidentaux. En tout cas, il y a certains gouvernements qui ont cessé les exportations d'armes. Il y a l'Union européenne qui avait un projet de loi pour le cesser aussi. Tout ça, ça a été mis sur stop. L'Allemagne a tout de suite réenclenché l'exportation d'armes. L'Europe, l'Union européenne a mis sur pause son projet de loi. Donc tous ces mouvements qui ont mis tellement de temps à se mettre en place, qui étaient incroyablement timides par rapport à la situation, éhontément timides par rapport à la situation sur place, ils ont été mis sur pause sous prétexte de ce cessez-le-feu. Donc ça, c'est extrêmement problématique et ça, on continue justement à documenter ce qui se passe et puis les violations qui se poursuivent. On appelle au gouvernement, aux États et à la Suisse en tête, puisqu'on est basé en Suisse, de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'exportation d'armes, d'exportation de biens à double usage, d'activités économiques ou d'investissement. On a vu des fonds de pension qui étaient imbriqués à l'occupation, que ça cesse, et puis qu'il n'y a aucune activité financière et économique qui alimente l'apartheid, le système d'occupation. Et puis, on a aussi un appel très fort à la justice. Donc, c'est-à-dire que les crimes qui ont été commis de part et d'autre, d'ailleurs, on a aussi condamné les crimes commis par le Hamas, bien qu'on les ait proportionnés par rapport à ce qui a été fait, par rapport à l'ampleur des crimes commis par Israël. Mais on a une demande que ces crimes soient poursuivis par la Cour pénale internationale ou au titre de la compétence universelle, c'est-à-dire que les États étrangers peuvent juger des criminels israéliens sur leur territoire ou gazaouis sur leur territoire. Et donc, parce qu'en fait, sans accès à la justice, il y a une impunité qui se perpétue et qui s'auto-alimente. Mais simplement pour peut-être revenir sur le film, ce que j'ai trouvé de très fort aussi dans ce film qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que dans tous les comptes rendus, on voit justement les morts, les blessés, la destruction. Et là, le film, en fait, c'est aussi une loupe sur la société palestinienne, dans ce qu'elle a de brillant, en fait, et puis de beau, de riche, de vibrant. Et j'ai trouvé ça aussi très fort et très intéressant. Et Ranine, vous habitez au Caire aujourd'hui avec vos enfants, mais vous êtes là en Suisse pour accompagner le film. Mais j'aimerais vous demander aujourd'hui, en tant que journaliste, est-ce que vous continuez à travailler et est-ce que vous avez des projets en tant que journaliste et écrivaine? Maybe the situation in Cairo a bit complicated for the Palestinian, or maybe even for all Arabs countries, because there is no residency for the Palestinians who came from Gaza, so you have no civilian rights. You cannot allow your kids to enter the schools. You cannot even educate yourself in high education, like master degrees and so on. You cannot even getting your salary because of residency issues. So it's a bit of complicated, because of the idea, which is I respect personally, using the idea of ethnic cleansing of the people from Gaza, or even who's still in Egypt, because
the idea of like let people go out from Gaza, it means like who will still there? But the most important thing now to just keep it going on like right way. We have to solve it. We have a real solution, acceptable one, just to let the people in Gaza or even outside Gaza to just live normally. That's it. And you know something about writings, maybe this genocide maybe give me personally a big lesson, like it's teaching me until now the real value of the word. This is why they prevented any foreign media to enter Gaza to cover and write and do visual-like reports and written one. So maybe now we feel like such a word can maybe affect then you cannot like expect how it's become more valuable and even rich and even too expensive because it cost your life there in Gaza. So now I'm writing, documenting, you know, literally, not for me, for those who still alive there in Gaza, and for those who still alive outside Gaza, the free human being who look for the truth and look for the reality and deserve to be real ones, like just to act from their hearts and believe what they like do. Maybe the awareness now is the key for every step we walk forward. This is the main thing like we have to do now, spreading the awareness to not misleading the people and to just keep going on which field that we feel we can serve that humanity for the entire world, not for Palestine only, you know. And maybe Nicola do it like a film, maybe I can do it by a report, or maybe a film later. Ah, yeah, please. Donc elle dit que la situation au Caire est compliquée pour les gens de Palestine et de façon générale dans les pays arabes. Il n'y a pas de droit pour les Gazaouis, ils n'ont pas de droit de résidence, donc ils n'ont pas le droit d'avoir accès aux écoles, aux universités. Et à cause de cette idée, eh bien, elle dit qu'il faut régler cela et laisser les gens vivre normalement, que ce soit à Gaza ou ailleurs. S'il y a bien une leçon qu'elle a compris avec ce génocide, c'est la valeur des mots. C'est une valeur qui est plus importante et plus chère que jamais, puisque beaucoup de gens, ça leur coûte la vie. Et c'est pas pour rien qu'il y a une interdiction des médias étrangers d'accéder au terrain, de pouvoir documenter, parce que les mots ont une valeur folle. Donc actuellement, elle écrit, elle documente pour ceux à Gaza et ceux hors de Gaza qui cherchent la vérité et la réalité. Elle essaye d'agir depuis son cœur, d'avancer avec chaque pas. Et puis qu'au final, ce qui compte, c'est de parler, de continuer à servir l'humanité du monde entier, qu'elle soit en Palestine ou ailleurs. Alors, vous ne voyez pas... Thank you. Oh, okay. I just want to add something like for being here with you and for you, maybe it was too long trip. I mentioned it before, like on the other screening in Switzerland, that I go through like 5 airports in 24 hours just to be here with you to discuss this film
and telling you a little bit of our experience there. Elle dit qu'être ici pour elle, c'était donc un très long trajet, déjà qu'ils viennent de Soleure à l'instant, mais également elle a fait 5 aéroports en 24 heures pour pouvoir être ici ce soir avec nous et parler du film et de la situation. Alors, vous ne le voyez pas, moi je le vois, on me fait signe que le temps file, mais avec Nicolas, on est d'accord, on aimerait quand même, si vous les avez, qu'on pose à nos invités 2-3 questions, pas plus. Il y a 2 micros qui circulent en salle. Je vous prie juste de vous montrer à nos 2 collègues qui sont en salle avec les micros. Peut-être, Thibaut, est-ce que tu peux illuminer un peu la salle pour qu'on voit mieux? Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a... Alors... Ah, on a un problème de micro. Ils arrivent. Merci beaucoup de nous avoir présenté ces 10 visages et ces 10 voix. Je tiens quand même à vous informer que dans cette salle, il y a un visage que je déteste et une voix que je déteste. C'est le porte-parole du DFAE qui a assisté à votre film et que je trouve indigne d'assister à ce film. Merci. Est-ce que... Merci, mais j'aimerais plutôt 1 ou 2 questions, si vous les avez. C'est pas vraiment une question. Il n'y a pas de question. Même à Soleure, il pose des questions. Je dis ça comme ça, hein, mais... Ah, là... Bonsoir. Je m'appelle Christine et mes parents ont été des victimes primaires de la Seconde Guerre mondiale qui les a marqués toute leur vie et qu'ils nous ont bien gentiment transmis, ce qui m'a valu quelques dizaines d'années de thérapie. Et j'aimerais vraiment aussi peut-être attirer l'attention, je ne pense pas de nos invités, mais de tout le monde, sur le fait qu'une guerre, ça crée des dégâts sur le moment. Ça crée des dégâts physiques, des destructions de maisons, des vols, des exactions de toutes sortes, des destructions de personnes, mais aussi des destructions de personnes à l'intérieur d'elles-mêmes. Et que cela se transmet aux enfants et aux petits-enfants. Et que donc, il y a du travail, pas seulement aujourd'hui, pour Gaza. Il y aura du travail sur 3 générations pour Gaza et pour toutes les autres guerres. Et je souhaite beaucoup de courage à Nasrin et à toutes les personnes qui ont vécu ces choses, qui vont devoir vivre avec jusqu'à leur mort et qui, malheureusement, impactent aussi leurs descendants. Merci. Thank you. Un commentaire? Merci, madame. Hein? Oui. Alors moi, comme à l'accoutumée, en fait, quand je suis présente sur un événement public qui parle de Gaza, je souhaite porter la voix de mes collègues qui sont toujours à Gaza. Donc je me suis permise de leur partager le documentaire. Et je voulais vous lire un petit extrait parce qu'il y a toujours beaucoup de poésie dans les mots qu'ils me transmettent et je trouve que c'est leur faire honneur d'être leur ambassadrice. Merci. Dans la culture palestinienne, la notion de foyer va bien au-delà de 4 murs ou d'un simple lieu d'habitation. Le foyer est l'endroit où le cœur trouve son rythme, où les souvenirs se construisent, où les histoires se déploient et où un profond sentiment de sécurité rassemble chacun. En Palestine, les réunions familiales sont une tradition, un moment où se partagent la joie et le sentiment d'appartenance. Partager un repas en famille est une pratique courante
lorsque amis et proches se retrouvent. L'amour, la chaleur, la générosité et le sens de l'humour sont les ingrédients essentiels de tout foyer palestinien. Soudain, les habitants de Gaza ont perdu ces moments de rassemblement. Certains membres de leur famille ont été tués, d'autres déplacés. Leurs cœurs ont été brisés, leurs sourires effacés, et même les 4 murs qui les protégeaient ont été réduits en cendres, dispersés par le vent. En un instant, ils ont été contraints d'entrer dans un marathon de déplacements forcés et dans une course permanente pour survivre. Pourtant, malgré ces luttes quotidiennes, leur aspiration demeure simple et universelle. Comme tous les peuples de cette terre, les Palestiniens aspirent à se réveiller le matin et à sentir la chaleur du soleil sans le fracas des bombes ni le poids des restrictions. Ils ne demandent rien d'extraordinaire, aucun luxe ni confort inaccessible. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est une vie où ils puissent respirer librement et vivre dans la dignité. Pour nous, la paix de la vie ne se mesure pas en années, mais dans le simple cadeau d'une journée ordinaire vécue auprès de nos proches. Merci beaucoup. Donc demain, vous serez à Genève, au cinéma du Gottlieb, mais je vous signale qu'à partir de demain, le film sera ici à Lausanne en programmation au cinématographe. Donc on remercie aussi l'équipe du cinématographe pour accueillir le film. Peut-être un petit mot de fin, Nicolas? Non, moi, petit mot de fin. Je pense que c'est loin d'être fini tout ça, malheureusement. Non, mais ce soir. Moi j'aimerais quand même juste dire que pendant ces 2 ans d'enfer, qui n'est malheureusement pas complètement terminé, loin de là d'ailleurs, mais je pense que celles et ceux qui se sont intéressés à ce qui se passait à Gaza, qui l'ont raconté, qui ont essayé de le faire savoir, de le transmettre, on s'est beaucoup fait considérer, voire traiter de radicaux, de pro-palestiniens. J'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire d'ailleurs. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas, les gens qui s'intéressent à ce qui se passe en Ukraine, on ne leur dit pas « Ah, t'es pro-ukrainien » tous les jours. Je sais pas. Donc, je pense qu'il y a eu un piège, il y a quelque chose qui s'est passé tout à coup, ou simplement parce qu'on sentait bien que là-bas se passait quelque chose qui était de l'ordre de l'indicible, qui n'était pas une guerre de plus, qui prenait le chemin d'un génocide. Après, ça a enfin été nommé, hein, ça a été nommé, même d'un point de vue juridique. Il y a des gens, des juristes qui se sont penchés sur la question. C'est un peu rentré maintenant dans le discours commun, même si c'est encore parfois discuté. Mais il y a ça qui s'est passé, alors qu'on a tous été éduqués dans ce plus jamais ça, qui était un socle absolu, indéfectible. On a lu des livres pendant notre adolescence, dès qu'on a pu aller à l'école, qui parlaient de ça. On nous a toujours dit que ça était arrivé parce qu'on ne savait pas. On s'est bercé dans cette illusion-là. Si on avait su, hein, ça ne serait pas arrivé. Ben, visiblement, ça ne change pas grand-chose. Et là, on a su, jour après jour, heure après heure, minute après minute, on a vu des enfants brûlés en live devant nous. On se réveillait le matin, on allumait soit la télévision, soit nos téléphones avec les réseaux sociaux. C'était chaque fois pire que le jour précédent. Et malgré tout, une espèce d'apathie, alors pas la vôtre, je pense, pas la nôtre, mais une apathie générale qui a permis à nos gouvernements de penser qu'on pouvait inviter, je dis ça en passant parce que ça me vient à l'esprit, mais qu'on pouvait inviter un génocidaire, un Netanyahou, sur le plateau de 20h à TF1, il a le droit d'en parler, d'expliquer un peu ce qui se passe. Je me suis toujours demandé si on aurait invité Göring ou Himmler ou Goebbels au téléjournal en 1942, je sais pas. C'est tellement sidérant, je pense, qu'on est rentré dans une espèce de matrice qui nous a complètement échappé et qui fait qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'on savait, qu'on n'était pas des oracles, mais aujourd'hui, vous vous en rendez bien compte, on se rend bien compte, on en paye le prix, parce que ce qui se passait à Gaza,
ne concernait bien évidemment pas que Gaza. Et ça, on le sentait. Ce qui se passait à Gaza concerne ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, ce qui va se passer, malheureusement sans doute, ailleurs. Et je pense que, alors là je sors un peu du film, mais je pense que le film maintenant prend aussi ce sens-là. Quand on a fait le film, je ne pensais pas que quand on allait le présenter, on le présenterait à un moment où ICE existe, un moment où on peut aussi aux États-Unis tuer des gens impunément, et que si ça se passe aux États-Unis, malheureusement, ça pourra peut-être arriver pas loin de chez nous aussi un jour. Voilà. Donc voilà, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que tout ça s'arrête, mais que surtout, je pense aux gens de Gaza, mais je pense aussi à ce qui pourrait nous arriver après, ailleurs. Et je pense que ce qui s'est passé à Gaza a servi pour eux de laboratoire pour faire la suite, mais nous, ça doit nous servir de laboratoire pour savoir comment s'organiser, parler, se réunir, se regrouper pour que ça n'arrive plus. Voilà, moi je suis très traversé par cette idée. Il y a beaucoup de gens qui maintenant en parlent, on cherche quels sont les moyens. Je lis beaucoup en ce moment sur les résistances affectives, que juste se réunir, se retrouver les uns les autres, c'est déjà un acte de résistance. Je pense que c'est bien, je pense que c'est sans doute pas assez. Mais enfin voilà, c'est la seule chose que j'ai envie de dire, c'est continuons à aller ensemble au cinéma, continuons à parler, continuons à nous réunir, continuons à nous regrouper, et que face à tout ça, rien n'est impossible, et qu'on a beaucoup plus de moyens, je pense, qu'on le pense. Voilà, tout ce que je voulais dire. Et merci. Hanine. Yes, I want to add something for the both beautiful ladies here. Gaza is just about 365 square kilometers, but the people there, when they live there, they feel this piece of map like all the spaces in the entire world, because you could find anything you want. We have the highest rate of educational people in the world. This is one. We have professors, doctors, lawyers, nurses, and many, many of like qualifications there. We have colorful land full of fruit, vegetables, fish. We have like from A to Z. So I will complete my answer to the lady there. I'm sorry for your loss. This is one. And about how could the people there maybe feel of recovery. I want to add that we Palestinians may be used to recover from ourselves together. Just let us feel free and we will do the miracles, you know? This is one. And I'm not talking from nothing, because returning to the history, you will find like maybe one lost like his land, his home, his entire family, and rebuild his home again and again, you know, and complete his life, because we cannot just sit and do nothing. We have to continue. We have a message. We have a duty. We have a dream. We all have futures there. So I will quote something that we Palestinians, we Gazans, teach the entire world how to live. Sir, thank you. Donc Hanine nous dit que Gaza fait 365 km², mais quand on y vit, on ressent ce bout de carte comme si c'était le monde entier, tellement c'est riche. Elle dit que c'est l'endroit où il y a le plus haut taux d'éducation au monde, qu'il y a des terres colorées, des fruits, des légumes, des poissons, qu'il y a absolument tout. Et pour répondre à madame qui avait pris la parole, elle est désolée pour votre situation.
Elle dit que pour le peuple palestinien, ce qu'elle demande, c'est de les laisser être libres, et s'ils sont libres, ils peuvent faire des miracles. Parce que c'est une histoire de résilience, c'est des histoires qui se sont beaucoup vues dans l'histoire palestinienne, qu'ils ne peuvent pas rien faire, qu'ils ont un message à transmettre, ils ont un devoir, ils ont des rêves, et qu'en ça, elle ressent que le peuple palestinien et gazaoui apprend au monde comment vivre. Merci beaucoup. Merci Hanine. Merci Nicolas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci ladies. Merci. Et parler du film, bien évidemment, en salle, à partir de demain. Merci encore à First Dance Film qui le distribue. Et puis, peut-être un autre prix tout prochainement. Bonne soirée.